Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cette session de pitch dédiée à l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez BPI France parce que à la fois en réduisant, en réutilisant et en recyclant des matières premières et des ressources, cela permet de répondre à des gros enjeux environnementaux auxquels on essaye de répondre. Et en plus de ces enjeux environnementaux, il y a de réelles équations économiques qui se posent sur ces nouveaux modèles, des marchés qui émergent. Et c'est la fondation Ellen MacArthur qui estime que d'ici 2030, on sera à même d'économiser plus de 900 milliards de dollars sur ces modèles-là pour les entreprises. Et donc, on a voulu illustrer ce marché émergent et ces magnifiques solutions qui émergent à différents niveaux. Donc déjà en amont via la réduction des déchets plastiques, et ça c'est Usage qui pourra nous en parler, mais aussi au niveau des process de traitement, caractérisation de la matière et nouvelles filières de valorisation qui se développent également. Et donc là on pourra voir Lixo, Poly2Poly et Upcycle qui nous parleront plus de cette thématique-là. Et finalement sur la thématique de l'usage et de l'allongement de la durée de vie des produits, on pourra avoir l'exemple de Spareka. Et donc je laisse la parole aux entrepreneurs qui vont nous pitcher leurs solutions en 5 minutes et à la suite de quoi vous pourrez poser des questions si vous en avez. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être aussi nombreux et de vous intéresser à l'économie circulaire. Donc, je suis Emmanuel Auberger, le fondateur de Usage. Usage développe des solutions industrielles pour le réemploi des emballages. Donc c'est vraiment dans votre quotidien, plutôt que d'être dans l'usage unique, de jeter, on va réemployer les emballages, les contenants que vous utilisez tous les jours dans la restauration, dans la distribution des produits alimentaires. Alors, je pense par exemple, dans un public aussi averti et intéressé par l'économie circulaire, je n'ai pas besoin de vous rappeler l'importance du sujet. On a tous été sensibilisés à ces questions de plastique, de déchets de plastique. Il suffit de voir les images de Marseille cette semaine pour se faire peur. Il faut savoir que cette préoccupation monte dans l'esprit des Français. Pour la première fois au mois de juin, ça fait déjà 1 an qu'on voit l'environnement comme la première préoccupation des Français. Et au mois de juin, pour la première fois, c'est les plastiques dans l'océan qui passait comme première préoccupation devant le réchauffement climatique. Bon, au mois de juin, on s'apprête à aller à la plage, donc il y a peut-être un effet saisonnier. Donc nous, on répond à cet enjeu, à cette attente du consommateur et du citoyen. Comme vous le savez, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire donne un certain nombre d'obligations dans la restauration scolaire, dans la restauration commerciale et dans l'industrie agroalimentaire de développer le réemploi des emballages. Et donc Usage va permettre de rendre possible la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et puis on le sait moins, mais la réduction des déchets, ça dépend des territoires. Et il y a beaucoup de collectivités territoriales qui aujourd'hui veulent développer ces systèmes de réemploi pour baisser leur niveau de déchets. Donc nos solutions s'adressent à la restauration scolaire, où on substitue des barquettes en plastique qui sont interdites par la loi Egalim, non pas pour une question environnementale, mais pour protéger les enfants des perturbateurs endocriniens qui migrent des plastiques lors du réchauffage. On répond à la restauration rapide, qui a l'obligation de développer la vaisselle réemployable au 1er janvier 2023 quand vous mangez sur place. Et puis on va répondre aux objectifs de la loi GEC pour les industriels de l'agroalimentaire qui ont une obligation de passer à 5 puis 10% d'emballage réemployable. Alors qu'est-ce que fait Usage? On a 2 activités, une grosse et une petite. Notre principale activité, c'est qu'on développe des centres industriels de lavage. Donc imaginez des grosses machines sur 1200 mètres carrés. Donc nos machines font 2 fois la taille de cette bulle, des grands tunnels de lavage qui vont permettre de laver tout type d'emballage. Des caisses, des bols à salade, des bouteilles en verre, d'une façon très industrielle, ce qui nous permet d'avoir un coût économique relativement faible, d'avoir un très faible impact environnemental, et puis de maîtriser la qualité et l'hygiène qui est évidemment fondamentale dans l'alimentation. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. On a un premier centre à Neuilly-sur-Marne qui a été inauguré le 15 février par la ministre Barbara Pompili, et on en ouvre un deuxième là, maintenant, à Avignon. Et notre but, c'est de mailler le territoire et donc d'en avoir sur l'ensemble du territoire français. Parce que pour que le réemploi marche, il faut qu'on soit sur des distances courtes. Et puis notre deuxième activité, pour beaucoup de nos clients, ces changements sont lourds, complexes, et donc on les accompagne. Qu'est-ce que je vais choisir comme emballage? Du verre, de l'inox, du plastique? Comment je mets en place dans le point de vente? Comment j'organise la logistique? Et puis comment je gère ces systèmes de consignes? Oui, non, etc. Voilà, donc ça marche bien. Hein. On vient de clore notre exercice au 30 septembre. On a dépassé 500 000 € de chiffre d'affaires.
On occupe à peu près une trentaine de personnes aujourd'hui. On va recruter pour notre centre d'Avignon un peu plus de monde. Et aujourd'hui, on est dans un processus de levée de fonds. On est bien sûr accompagné par la BPI dans ce processus pour poursuivre le développement de nos solutions. On a déjà fait plus d'1 million d'euros de R&D, mais on a encore à développer nos solutions. Donc, il y a un aspect développement technique. Et puis, nos processus de vente sont longs, donc il faut qu'on renforce notre équipe commerciale. Et puis, il faut qu'on finance petit à petit chacun de nos centres industriels de manière à mailler le territoire et que, du coup, pour vous tous, réemployer ces emballages devienne une évidence dans les 2-3 ans qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, je m'appelle Marjorie et moi je vais continuer sur le sujet hyper sexy des déchets. J'imagine que vous êtes là pour ça. Et je vais vous parler non seulement des déchets à l'échelle individuelle, et il est évidemment hyper important qu'on réduise notre impact à l'échelle individuelle. Chaque année, chacun d'entre nous génère à peu près 600 kilos. C'est comme si moi, tous les mois, je générais mon propre poids en déchets. Ça fait un petit peu mal à penser. Donc c'est hyper important de réduire ce poids-là. Mais pour autant, à l'échelle industrielle, à l'échelle globale plutôt, les déchets sont une industrie. Et c'est une industrie qui fonctionne encore assez mal. Pour vous donner un exemple extrêmement clair, quand vous comparez le prix d'une bouteille en PET, les petites bouteilles d'eau que vous avez là justement, une bouteille en PET qui est issue de l'industrie pétrochimique, qui est issue du pétrole, elle coûte entre 20 et 25% moins cher qu'une bouteille d'eau qui aurait été fabriquée à partir d'autres bouteilles d'eau, donc une bouteille d'eau recyclée. Ça coûte plus cher de recycler que d'utiliser du pétrole. La raison derrière ça, c'est parce que tout au long de la chaîne de valeur du recyclage et de la valorisation, donc la collecte, le centre de tri, le recyclage, l'incinération, l'enfouissement, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Parce que tout au long de cette chaîne de valeur, il y a des sortes de frictions, des sortes de petites poches d'inefficacité qui sont dues à une seule et même chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit traiter. On ne sait pas ce qu'on collecte, on ne sait pas ce qu'on trie, et on ne sait pas réellement ce qu'on est en train d'essayer de recycler. Avec Poly2Poly, on y reviendra peut-être un peu juste après, on fait à peu près le même métier, mais pas tout à fait de la même façon. On analyse des flux de déchets pour savoir ce qu'il y a dedans et le valoriser au mieux. Ça, c'est l'idée. La façon dont on le fait, c'est en utilisant des technos qui sont utilisés dans plein d'autres choses, dans l'aéronautique, dans l'automobile. Mais nous, on l'utilise pour les déchets, on utilise de l'intelligence artificielle, on utilise de la computer vision. C'est un gros mot, mais en fait, on place des sortes de petits boîtiers avec des caméras dans des usines, dans des camions, des centres de tri. À l'intérieur de ces caméras, on met aussi des petits micro-ordinateurs et on fait tourner des algorithmes de reconnaissance d'images qu'on miniaturise, parce que notre objectif, c'est aussi d'utiliser le moins de données, le moins d'énergie possible. Donc on miniaturise ces algorithmes pour qu'ils puissent analyser les données en direct et en continu et qu'on sache parfaitement ce qu'on a dans un flux de déchets. Ça nous sert à orienter les flux vers les meilleurs exutoires possibles. Ça permet aussi de donner le bon prix à la bonne matière. Donc un flux de plastique à recycler qui serait très pur, c'est normal qu'il coûte plus cher qu'un flux de déchets à l'intérieur desquels il y aurait des déchets dangereux, des déchets en mélange et des déchets qui coûteraient extrêmement cher à traiter, qui in fine rendraient des matières recyclées très chères. Voilà, là, ça c'est ce qu'on fait. On a commencé, on n'est pas vieux, hein, on est quasiment aussi vieux que le Covid. On a commencé fin 2019. On est aujourd'hui une grosse dizaine dans l'équipe. Et on a principalement des profils techniques masculins, donc les filles, si vous voulez bosser dans le sujet, on vous accueillerait avec plaisir. Et on a une quinzaine de clients qui sont à la fois des collectivités, des centres de tri, des recycleurs, des gros opérateurs comme les très grosses entreprises auxquelles vous pouvez penser, et des plus petits. Et on entame une phase assez excitante qui est à la fois une phase de développement, enfin de poursuite de notre développement technique, notre développement opérationnel et puis notre développement commercial, parce que donc un petit peu comme Emmanuel, on fait déjà un cool chiffre d'affaires, mais on a des grosses ambitions. Et donc on va accélérer. On a quelques très cool nouvelles à vous annoncer dans plusieurs semaines. Donc restez branchés et venez bosser pour nous. Merci. Bonjour à tous, je suis Edouard de Poly2Poly. Donc c'est une société de la cleantech aussi qui est spécialisée dans l'économie circulaire des plastiques. Et donc l'objet de Poly2Poly, c'est d'être une solution de marché qui est orientée sur la caractérisation des polymères et du coup l'amélioration de la valeur de ces polymères pour permettre aux opérateurs de toute la chaîne de valeur de mieux savoir à quoi on a affaire et d'éviter que des déchets se retrouvent à la poubelle alors qu'ils pourraient être
très bien valorisées et d'éviter que d'autres matières soient trop chères, comme on vient de le dire, alors qu'elles pourraient finalement, si on les caractérisait mieux, on comprendrait qu'elles ne valent pas autant. Alors, d'où est venu ce projet? Eh bien, ce projet, en fait, il est venu du problème des plastiques. Vous le connaissez quasiment tous, vous en avez tous entendu parler. Par contre, comprendre la cause de ce problème, c'est un peu plus délicat. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les chiffres nous disent qu'il y a 27 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont émis chaque année à l'échelle de l'Europe, mais on ne nous dit pas quelle est la valeur faciale de ces 27 millions de tonnes. Eh bien, ces 27 millions de tonnes, si on regarde en termes de matière organique ou de matière pétrolière, ça vaut à peu près 27 milliards. Aujourd'hui, ça vaut plus parce que les matières premières ont boomé. Donc on se dit qu'il y a 27 milliards de tonnes pour lesquelles on paye pour les mettre en décharge, pour les mettre en incinération, et en plus de payer pour s'en débarrasser, elles vont avoir un coût négatif sur l'environnement. Donc le raisonnement vient de là, et après on a essayé de détricoter la pelote et de dire mais alors pourquoi ces 27 milliards aujourd'hui ne sont pas captés dans le but de créer quelque chose de positif pour la planète et tout simplement de mettre en place des solutions économiques viables pour les PME dans le recyclage et de construire un tissu circulaire. Eh bien en fait, il y a des freins un peu partout. D'abord, avant l'ère du digital, faire fonctionner des centaines ou des milliers de PME en réseau, c'est complexe. Et aujourd'hui, on y arrive de plus en plus, même si certaines PME dans certains secteurs peuvent être un tout petit peu en retard. Eh bien, avec des solutions digitales, on les connecte, on arrive à standardiser des modèles, à les uniformiser, et du coup, tout le monde parle le même langage dans le même secteur. Ça, c'est pas évident. Et c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, dans le plastique, la révolution est en train de se faire. Dans le déchet plastique, la révolution est en train de se faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous n'avez pas un langage commun au sein des plastiques, eh bien en fait, personne ne se comprend et on ne parle plus des mêmes produits. Donc ça, c'était le premier élément pour nous, utiliser la plateforme digitale pour permettre aux gens de communiquer sur la même base. Mais ensuite, il y a d'autres problèmes. Si vous prenez un opérateur comme Renault, qui utilise environ 160 000 tonnes de plastique par an, Renault, clairement, quand il sort un produit, il s'engage avec des fournisseurs comme Total et il dit si on sort 2000 produits par jour, 2000 voitures, j'ai besoin de tant de kilos. Total, est-ce que vous pouvez me garantir que vous allez produire tant de kilos? Total lui dit bien sûr, j'ai un robinet, combien vous en voulez? Et quand Renault va s'adresser à des recycleurs, c'est plus du tout la même problématique. Est-ce que mes recycleurs, est-ce que vous pouvez vous tourner vers les décharges, les déchetteries pour trouver les bonnes qualités qui correspondent à nos bons besoins? Et là, c'est là que la problématique arrive. C'est que c'est difficile de trouver les quantités, c'est difficile de trouver les qualités, et c'est difficile d'avoir un langage uniforme, d'avoir des matériaux standardisés. Et pour répondre à ces trois problématiques, nous, on a mis en place 3 piliers. Donc, on a un premier pilier où on a investi à peu près 1 million d'euros dans un laboratoire. Ce laboratoire, il est innovant dans la mesure où on est capable de faire en 24 heures ce que des laboratoires conventionnels faisaient en 15 jours, 3 semaines. Donc, en gros, aujourd'hui, on est à peu près les seuls sur le marché européen à avoir cette solution aussi rapide. Et aujourd'hui, on a référencé plus de 400 matières, plus de 400 polymères recyclés sur notre base de données. Ça veut dire qu'en gros, c'est la plus grosse base de données européenne en polymères recyclés. Donc, premier point, le laboratoire, c'est vraiment un élément clé. Le deuxième point, c'est la plateforme digitale qui permet de gérer tous les éléments. Vous me dites pour le temps ? Pardon, j'ai pas regardé au départ. Le deuxième point, c'est la plateforme, puisqu'elle permet en fait de transférer facilement des données. Au cours d'une transaction, il peut y avoir, je sais pas, une liasse documentaire qui part des certificats d'origine, des certificats de qualité, des bons de livraison, vous connaissez tout ça, mais il peut y avoir une quinzaine de documents différents. Et cette plateforme digitale, en fait, elle permet la fluidification de ces données. Puisque quand on va vers le circulaire, on augmente la partie compte fournisseur pour nos clients. Au lieu de se tourner vers un fournisseur, ils vont se tourner vers 20 fournisseurs. Donc ça devient très complexe. Nous, on fait ce travail d'uniformisation pour eux. Et enfin, notre dernier pilier, c'est l'intelligence artificielle, dans la mesure où on a monté un processeur qui nous permet, un calculateur qui nous permet de faire de l'amélioration des performances des polymères. Donc je vais prendre un exemple tout simple. Un polymère, quand il est recyclé, souvent il est dégradé par des impuretés, tout simplement par les process de tri, par les process de fusion. Et avec nos ingénieurs, on est en mesure d'utiliser des additifs qui existent déjà sur le marché, mais de créer des lois de prédiction de l'additivation. Et donc de dire, monsieur Renault, vous voulez telle résistance pour votre pare-choc de voiture. Nous, on a tel type de plastique, ça ne correspond pas exactement à la résistance au choc que vous cherchez. Par contre, si on met tel type d'additif à tel pourcent,
on sera en mesure de dire il va résister au choc. Et surtout, ce qui est fort, c'est que ça, on est capable de le mettre en place non pas pour une référence, mais pour 400. Et à chaque fois, le taux d'additivation est différent pour obtenir les mêmes performances. Ça, c'est nos 3 piliers. Ensuite, je pense qu'on peut parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. 1 minute. De nos succès. Poly2Poly est en train de franchir son million de chiffre d'affaires. C'est notre première année de commerce. On est en train de boomer. On paye un petit peu de cette croissance au prix fort parce que il faut du coup financer notre activité. On est en pleine recherche de levée de fonds. Donc s'il y a des investisseurs dans la salle, il y a mon associé qui est là, vous pouvez aller la voir. Ou moi après, il ne faut pas hésiter. Et donc sur les succès commerciaux, on se rend bien compte que on a une vraie valeur ajoutée auprès de nos clients. On a des feedbacks assez impressionnants auprès de clients qui ont fait des appels techniques sur des laboratoires qui ont pourtant pignon sur rue, et on a apporté des solutions qu'eux n'étaient pas capables d'apporter. Donc vraiment, la solution de l'économie circulaire, pour nous, elle va se jouer sur la partie connaissance des matériaux, en binôme avec le digital. Pour moi, il ne faut pas dissocier les deux. Et ensuite, quoi vous dire, voilà, on est lancé l'année prochaine, on espère faire le scale-up à fond. On est une petite vingtaine dans la boîte, et je vais passer le même message que l'IXO, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Grégoire Bleu, j'ai le plaisir d'être le cofondateur d'Upcycle. Aujourd'hui, je viens de vous parler d'une personne, je viens de vous parler d'Héloïse. Héloïse, elle a 11 ans, et comme toutes les petites filles, elle sait que chaque geste compte pour sauver la planète. Alors Héloïse, elle est déjà hyper affûtée sur ce qui est les économies d'énergie, des économies d'eau. Elle est une experte en recyclage des plastiques à la maison. Mais elle a un problème, c'est ça. C'est les biodéchets, elle ne sait pas quoi en faire. Et elle a un autre problème, c'est ses parents. Parce que ses parents, ils bossent. Ils ont bien un composteur dans leur jardin dans lequel le père va vaillamment tous les week-ends rajouter un peu de pelouse. Mais c'est pas un truc qui sent super bon, et franchement, il n'a pas envie de devenir expert en compostage. Le problème d'Héloïse et le problème des parents d'Héloïse ne sont en rien des problèmes anecdotiques. 7 Français sur 10 cherchent une solution pour pouvoir composter leurs biodéchets. Et pourquoi ils cherchent une solution? Parce que c'est 20% de nos poubelles. C'est 20% de nos poubelles, et en plus, c'est ce qui sent mauvais dans nos poubelles. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de camions poubelles qui tournent dans les collectivités pour collecter assez vite les déchets ménagers pour ne pas qu'ils sentent trop mauvais. Et ces biodéchets, c'est la matière organique. Et la matière organique, quand ça se dégrade mal, c'est assez catastrophique. Aujourd'hui, le meilleur truc qu'on ait trouvé, c'est de prendre des camions pour les emmener dans des incinérateurs ou pour les enfouir. Et tout ça, ça fait une bombe à gaz à effet de serre. Alors que c'est de la matière organique. Et depuis toujours, les écosystèmes sont fondés sur le cycle de la vie, qui est ni plus ni moins qu'un cycle qui recycle le carbone, qui va dans les fruits, qui va dans votre corps, qui retourne au sol, et qui est en fait une pompe à injecter du CO2 dans les sols. Et donc notre propos, il est hyper pragmatique, il est juste d'essayer, pour la première fois, on adore de parler du monde d'avant et du monde d'après, nous de prendre une activité qui est émettrice nette de gaz à effet de serre, pour la remettre à l'endroit et pour en faire une activité qui va réinjecter du carbone dans les sols. Alors il faut faire attention, parce que quand on fait ça, c'est des équilibres qui sont extrêmement fragiles. Prenez un camion, mettez n'importe quel biodéchet dans un camion, et le coût carbone du camion va déjà vous anéantir tous les efforts carbone que vous pourriez faire dans le traitement de la matière organique. Donc vous n'avez pas le droit au camion. Mettez un gros tas de biodéchets ensemble, et vous allez tout de suite avoir des rats, plein de moucherons qui vont arriver pour manger cette matière organique. Oubliez de remuer cette matière organique, et vous allez avoir du méthane et tout de suite des odeurs. Donc depuis 2011, alors nous on n'est pas vraiment une start-up, on est vraiment le prototype de la start slow. Depuis 2011, on cherche comment remettre au sol le plus efficacement possible les biodéchets. Et en 2016, on a trouvé. On a trouvé une solution qui est en fait hyper simple. Tout commence, attention disruption, par un sac Kraft. Ce sac Kraft vous permet, en plein cœur de votre cuisine, devinez quoi, de mettre vos biodéchets sans que ça sente, parce que ça permet de faire respirer le biodéchet et de le fermer, comme ça les moucherons ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Au bout de ce miracle de technologie, on prend un vélo. Un vélo qui en fait va pouvoir se faufiler partout, va pas faire de bruit et va permettre de collecter le biodéchet pour l'amener jusqu'à cette machine. Cette machine s'appelle un composteur électromécanique qui est fait pour être situé en cœur de ville. Il va produire du compost et devinez quoi, les villes ont besoin d'énormes volumes de compost pour leur végétalisation ou pour faire de l'agriculture urbaine ou de l'agriculture périurbaine. Comme on est des gens de disruption, comme on est à la BPI,
on est évidemment parti sur une techno hyper innovante. C'est une techno qui a 20 ans. C'est une techno qui est utilisée par plein de gens, sauf que c'est une techno qui s'adresse à des experts pour des experts. Donc nous, notre seul mérite, c'est de l'avoir rendue accessible à tous. Parce que ce en quoi on croit profondément, c'est dans les écosystèmes. Là, vous avez un écosystème qui existe aujourd'hui, qu'on est en train de mettre en place dans plusieurs villes, où vous avez un supermarché qui va gérer en autonomie ses biodéchets avec un composteur qu'on va les mettre, des habitants qui vont venir poser leurs petits sacs craft au pied de leur immeuble avec un gars qui vient en vélo les collecter. Vous avez des maraîchers qui vont pouvoir récupérer ce compost et produire des produits de qualité en direct. Et pour pouvoir permettre le scale-up, on s'est interdit d'exploiter ces systèmes nous-mêmes. Donc on les a rendus tellement simples, tellement accessibles, qu'aujourd'hui ils sont majoritairement exploités par des structures en insertion. D'où notre baseline, composter sur place, soyez le changement. Parce que le changement, il ne vient pas que de l'économie carbone. Aujourd'hui, travailler de manière sobre, travailler de manière agile, c'est ni plus ni moins d'un point de vue économique que diviser par deux les coûts. Donc on ne parle pas d'un truc sympa qui va coûter plus cher. On parle d'un truc, quand vous rendez les gens autonomes, les communes ou les restaurants ou les supermarchés autonomes dans la gestion de leurs biodéchets, vous divisez leur coût de gestion du biodéchet par deux. Quand on installe un composteur c'est un périmètre d'à peu près 10 000 habitants, c'est directement un emploi en insertion créé par composteur. Donc 66 millions d'habitants en France, 10 000 habitants, vous voyez le potentiel de création d'emplois absolument incroyable que ça représente. Et évidemment, parce qu'on fait toujours très attention à ne pas recréer des nouveaux problèmes en inventant des nouvelles choses, on est allé très loin dans l'analyse de nos impacts carbone. Aujourd'hui, par rapport à des solutions conventionnelles, on réduit de 96% l'impact carbone direct. Et en plus, le compost qu'on va remettre au sol va permettre de réinjecter 27 kg d'équivalent CO2 par tonne de biodéchets traités. Donc on a un bilan carbone globalement positif. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, c'est pas du PowerPoint. Tout ça, ça existe. Tout ça, il y a déjà une usine qui existe, qu'on vient d'inaugurer avec Richard Ferrand cet été. On a récupéré une ancienne usine, évidemment, qu'on a reconvertie en usine de fabrication de composteurs. On a plus de 100 clients aujourd'hui dans toute la France. Et ça nous permet, avec les acteurs volontaristes du privé et les acteurs publics, de se préparer à un vrai changement de paradigme qui est comment équiper 10% de la population française en solutions satisfaisantes de valorisation des biodéchets. Pour parler de quelques chiffres, aujourd'hui, on va passer nos 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on a revendu 80% de notre chiffre d'affaires historique l'année dernière. Donc ça fait un joli taux de croissance sur cette activité. Et on a aujourd'hui plus de 5 offres d'emploi ouvertes pour tout type de profil dans notre activité. On espère vous revoir bientôt. Je vous remercie. Bonjour, moi je m'appelle Geoffroy Malater et je suis le fondateur de Spareka. Alors moi j'ai tendance à dire que le meilleur des déchets, c'est celui qui n'existe pas. Et les déchets qui ont la plus forte croissance aujourd'hui, ce sont les D3E. Alors derrière cet acronyme se cache le mot déchets d'équipements électroménagers et électroniques. Donc c'est tout ce que vous avez chez vous et que vous jetez. Tous les appareils électroménagers que vous jetez. Alors pourquoi est-ce que vous les jetez ? Alors, il y a plein de raisons et on en a longuement parlé dans les médias à l'époque de l'obsolescence programmée, mais plus concrètement, lorsque vous avez une panne, vous êtes en face en fait, de votre appareil, vous ne savez pas trop quoi faire et une majorité des Français aujourd'hui ne pensent pas à le réparer. Du coup, ils le jettent, ça se retrouve à l'intérieur d'un certain nombre d'endroits en France ou à l'international. Et quand l'ADEME nous dit que 50% de ces appareils qui sont jetés dans les décharges notamment sont réparables, on se dit que finalement, en fait, il faut revenir un peu en arrière et face à la panne, il faut changer nos habitudes. Aujourd'hui, il y a 28 millions de pannes en France sur des appareils électroménagers. Et très peu sont réparés. Donc c'est l'enjeu de Spareka, c'est d'aider tout le monde à réparer ces appareils de la maison et du jardin pour allonger la durée de vie de l'appareil. Alors quand on continue dans les études, on se rend compte, mais finalement, pourquoi est-ce que les gens ne réparent pas leur appareil ? Et la première raison, c'est que c'est trop cher. En moyenne, en Ile-de-France, une réparation d'un gros électroménager, c'est 130 € TTC. Bon, l'ADEME fait des études et elle nous dit, si le prix de la réparation dépasse de 30%, si le prix de la réparation est supérieur à 30% du prix de l'appareil, vous ne réparez pas. Donc ça veut dire que tous les appareils de plus de 500 €, ils sont morts. Ils partent directement en déchetterie suivant cette règle. Donc Spareka s'adresse exactement à ce sujet-là
en vous aidant à réparer en 3 étapes. Sur notre site internet, spareka.fr, vous allez trouver un diagnostic de panne. C'est une série de questions qui vous amènent à avancer dans le diagnostic et souvent, au bout de 3 ou 4 questions, vous avez l'origine de la panne. Et là, il y a une bonne nouvelle qu'on ne découvre pas puisque Darty nous l'a dit un peu avant, c'est que dans 65% des cas, il n'y a pas besoin de changer de pièce détachée quand il y a une panne. Dans 65% des cas, les techniciens de Darty, quand ils se déplacent chez vous, ils ne changent pas de pièce détachée. Ils débouchent quelque chose, ils rebranchent quelque chose. Bref, ils font quelque chose que vous auriez pu faire si on vous l'avait montré. C'est exactement ce qu'on fait. Dans notre diagnostic, dans 65% des cas, on vous montre comment faire et votre appareil va avoir une durée de vie rallongée. Et puis, il y a le reste des cas. Donc, dans les autres cas, il y a besoin d'une pièce détachée. Et donc là, la deuxième étape chez Spareka, c'est de vous proposer une pièce détachée. Alors évidemment, on a un catalogue de plusieurs millions de pièces et dessus, on a un moteur de recherche qui va vous permettre de retrouver la bonne pièce pour votre appareil. Et puis après ça, on a mis en place un système qui va vous permettre de suivre en fait exactement les démarches pas à pas que vous allez avoir à faire pour changer votre pièce en regardant nos tutos vidéo. Et ça fonctionne puisque on a célébré notre 50 millionième vue sur notre chaîne YouTube sur plus de 1000 tutos. Donc en fait, il y a beaucoup de gens finalement qui ont besoin d'avoir un petit peu d'aide pour réussir à réparer. Et ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à chaque fois que vous avez une panne, le mindset, ce soit de se dire, est-ce que je peux réparer? Ou est-ce que je vais aller regarder, idéalement chez Spareka, pour que vous puissiez réparer. Alors ça, c'est notre activité B2C. Donc nous, on gagne de l'argent finalement sur la vente de la pièce. Donc vous voyez, en fait, sur 35% des gens qui vont faire les diagnostics, ils vont acheter une pièce, on espère, chez nous. Donc évidemment, il faut que la pièce soit disponible, il faut que la pièce soit peu chère. Mais quand on fait tout ce process-là, on arrive grosso modo en moyenne à une commande de 40 €, ce qui est diviser le prix par 3 pour la réparation. Donc chez nous, soit la réparation est gratuite, soit la réparation coûte 40 €. Si on se retrouve dans une difficulté face au diagnostic, parce que parfois en fait on se dit ah mais je vais pas réussir à diagnostiquer moi-même. On propose dorénavant une solution en visio, et donc là on vous met en relation avec un diagnostiqueur, avec un technicien qui, à distance, va pouvoir vous aider. Alors on a développé cette solution évidemment il n'y a pas très longtemps, lorsque la crise du Covid s'est lancée, et que par jour 15 000 machines à laver chez vous tombaient en panne. Les techniciens ne pouvaient pas se déplacer, et donc on a mis en place ce service de visio qui a explosé à ce moment-là et qui aujourd'hui continue à très bien marcher pour accompagner les gens à identifier leurs pannes et pour évidemment, de la même façon, dans 65% des cas, réparer soi-même sans changer de pièce, et dans le reste, changer une pièce. Donc on a une activité B2C qui est financée comme ça, et puis on a une activité B2B et B2B2C, où on travaille notamment avec des fabricants, avec des distributeurs, alors des gens comme iSense ou Karcher, des distributeurs comme Cdiscount ou Leroy Merlin, qui veulent mettre au cœur du service, de leur service client, eh bien, un outil d'aide à la réparation pour allonger la durée de vie des appareils. Parce que, évidemment, l'enjeu pour toutes ces marques de fabricants, parce qu'on pourrait se dire, ah oui, mais finalement, elles n'ont pas envie de réparer, parce qu'elles veulent changer un appareil. Eh bien, tout ça, en fait, ça a changé. Ils sont bien tous conscients que fidéliser son client, c'est aussi l'accompagner dans la vie de son appareil, et donc d'accompagner la durée de vie de l'appareil au maximum. Et donc on travaille avec ce B2C et avec ce B2B, et on est partenaire BPI depuis maintenant 5 ans. On est 40 collaborateurs et on a fait l'année dernière une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup à vous tous. Si vous avez quelques questions, on a une petite minute pour y répondre. Donc, c'est le moment. Et sinon, je vous laisserai directement discuter avec ces merveilleux fondateurs d'entreprise. On a une question. Oui, bonjour, Dimitri Carbonel. Je voulais savoir, en termes de modèle économique, parce que dans le domaine de l'économie circulaire, souvent c'est compliqué, parce que souvent c'est des éléments soit qui sont hétérogènes, où il y a beaucoup de main-d'œuvre ou de personnes qui sont là. Comment est-ce que vous arrivez justement à trouver un modèle économique qui soit stable, et est-ce que ça vient au bout d'une certaine volumétrie, au bout d'un certain temps, ou c'est quelque chose qui vient assez rapidement? Merci.
Alors je vais répondre que pour moi. Je pense qu'on a tous des modèles économiques très différents et je pense que c'est ça qui montre que l'économie circulaire, c'est pas un truc à part. C'est un marché, mais c'est pas forcément complètement à part. Nous, on a un cas un peu particulier qui est qu'on fait une solution industrielle. On est une solution industrielle qui doit se brancher sur des modèles industriels existants. Donc on se heurte à des problématiques hyper concrètes de comment est-ce que je m'insère sur une chaîne de valeur, voire sur une chaîne très physique, quoi, sur des tapis, des convoyeurs entre deux machines, etc. Donc je pense qu'on se heurte, nous, à la même chose que n'importe quelle solution industrielle, donc quelqu'un qui bosserait pour l'aéronautique ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc on commence par des pilotes, et puis après on essaie de transformer ces pilotes en se disant que si on atteint telle performance, on passe nous, on a un modèle SaaS. Donc on va créer du récurrent, voire même s'indexer sur les volumes qu'on arrive à générer. Et ça, il y a peut-être un modèle un peu spécifique à l'économie circulaire, c'est qu'on peut potentiellement s'indexer sur l'impact qu'on a ou sur la valeur ajoutée, réduction de CO2 qu'on a ou quoi que ce soit d'autre. En ça, on peut aussi s'adosser à typiquement les ODD, les objectifs de développement durable. Il y a des clients qui peuvent être assez sensibles à ça, de se dire, OK, si je vous fais économiser X euros, X%, X tonnes de CO2, je vous prends X euros X par tonne ou par pourcentage. Voilà. Mais encore une fois, je pense qu'on a tous des modèles très très différents. Spareka, on a un peu parlé. Poly to Poly, j'imagine que vous avez un truc encore un peu différent. Donc voilà. C'est la variété de l'économie circulaire. Bon, je crois qu'on n'a plus le temps. On s'est fait biper violemment. Mais merci beaucoup à tous.